il faut aussi comprendre une chose, c'est que tout le monde n'a pas vocation à être riche. Il y a des gens, c'est pas ça son objectif. Tu vas pas le pousser à aller créer une entreprise en lui disant que tu vas devenir riche, monter son... Alors que c'est pas ça sa vocation. Il y a des gens que lui, sa vocation, c'est juste avoir son petit équilibre en fait. Savoir son petit équilibre. Et il est tranquille à l'intérieur. Donc en fait, c'est connaître en fait ce à quoi j'ai vocation. Oui. Tu vois. Et maintenant, en fonction de ça, j'organise maintenant ma vie professionnelle pour qu'elle serve ça. Oui. Et là maintenant, ça me permet maintenant d'enchaîner maintenant sur d'autres questions. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon job? Oui. Tu vois un peu. Je dis ceci. Les gens se définissent en fait par leur emploi, par leur métier. Tu vois quelqu'un, tu lui demandes que tu travailles, c'est quoi ton travail? Je suis à la Sonnelle, je suis à Cantel. Il ne peut pas te dire en fait, il ne peut pas te parler de ton métier. Tu vois un peu. Oui. Il se définit en fait par la boîte où il est. Imagine maintenant que ce gars se fait licencier. Imagine l'impact psychologique sur lui. Et ça, j'ai vu faire. Recommençons par les présentations. Je m'appelle Skill4. Ce graphic designer qui a quitté son job et depuis maintenant 9 mois, je suis au quartier. Et les choses ont beaucoup bougé durant cette période. J'ai fait des vlogs qui sont même passés sur la page de Canal Plus Cameroun. J'ai collaboré avec des grandes marques. J'ai eu des travaux en graphic design que j'ai géré depuis de chez moi, dans toute la campagne visuelle de l'un des événements les plus gros de l'année 2023. Et oui, j'étais aussi MC pour Tchombe TV à cet événement glamour. Ouais, moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour accepter ça et ça me fait beaucoup rigoler. Plus surprenant encore, j'ai eu droit à un reportage de quasi 2 minutes au journal de 20h. Sauf qu'il se trouve que je suis toujours fauché. On commence à penser que je gagnais un peu d'argent. Oui, mais c'est pas ça qui va nous rendre riches. Il nous faut avoir beaucoup plus d'ambition. Donc bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Diaspora africaine. Là aussi on te parle Afrique, on te parle diaspora, mais surtout on te parle entre jeunes. Moi c'est Wilfried de Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants, on essaie de vous entretenir sur les différents sujets qui concernent la diaspora africaine. Donc comme vous le savez depuis un certain temps aujourd'hui, on est sur la nouvelle thématique de l'immersion Afrique, en particulier l'immersion au Cameroun. Et dans cette thématique, dans ce sens, on essaie d'avoir des invités qui évoluent sur l'environnement africain, l'environnement camerounais, pour échanger ensemble sur différentes thématiques, différents sujets qui peuvent être très intéressants, très captivants pour les jeunes du continent et de la diaspora. Donc aujourd'hui, on est avec un nouvel invité à qui je vais dire bonjour. Avec qui est-ce qu'on est aujourd'hui? Je suis connu comme sous le nom Boris Skill4. Mais en vrai, je m'appelle Jou André Boris. Donc comment est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle Boris Skill4 ou est-ce qu'on t'appelle... C'est mieux de m'appeler Skill4 tout court. Skill4, d'accord. Donc Skill4, comment tu vas? Non, je vais super. D'accord. Donc dans le conducteur de l'émission, on a toujours la première question. Donc c'est la première question de chacune de nos émissions qui est une question qui nous porte beaucoup à cœur, qu'on pose à chacune de nos invités et qui concerne le Back to Africa, donc le retour en Afrique. Mouvement de retour des jeunes africains, jeunes du continent africain qui évoluent soit en Afrique, soit dans d'autres continents. Et on aimerait savoir quelle est ta position, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? Bon, moi personnellement, en ce qui concerne le retour des jeunes de la diaspora au Cameroun, en Afrique, je pense que c'est une super bonne chose. Dans le sens où, premièrement, ils sont partis, ces gars-là sont partis, ils ont appris, ils ont vu, ils ont expérimenté des choses différentes qui peuvent maintenant venir implémenter ici au pays et nous permettre à nous d'évoluer. Sauf que pour ceux en fait que j'ai côtoyés, ils ne comprennent pas une chose. C'est que les contextes sont différents. Et
lorsque tu viens appliquer une certaine, lorsque tu viens appliquer une nouvelle science, elle ne va pas forcément marcher en fait tel que ça marchait dans le contexte où tu l'as appris. D'accord. Parce qu'il faut prendre en fait en compte le contexte. La preuve en est que même les voitures, on les tropicalise. Même les machines, on les tropicalise. Bon, et je pense que c'est la même chose aussi avec le Cameroun. Et beaucoup de nos frères en fait qui reviennent, qui se, entre guillemets, cassent la gueule parce qu'on en a vu, on a eu le temps d'en voir beaucoup qui sont venus et ça n'a pas marché, ils ont dû repartir. J'en connais, j'ai des amis, j'ai des frères, ils sont revenus, ils ont dû repartir, d'autres sont revenus, ils sont restés, ça ne donne pas ici. Mais à côté d'eux aussi, il y a ceux pour qui ça a marché. Et ceux pour qui ça a marché, eux, c'est ceux-là qui ont vraiment pris en considération, qui ont vraiment pris en compte le fait que nous sommes dans un nouveau contexte. Je suis dans un nouveau contexte. Ça, c'est d'un. De deux, il y a l'autre erreur, en fait, que la plupart de ces gars aussi font lorsqu'ils reviennent. C'est souvent de se dire que, il vient en Afrique avec une idée qu'on ne connaît pas forcément. Je pense que la grâce que Internet en fait nous accorde, c'est qu'au moins au niveau de l'information, nous sommes à peu près tous au même niveau. Au moins au niveau de l'information, au moins au niveau de savoir que telle chose existe ou telle chose existe, nous sommes à peu près au même niveau. Ce qui peut gêner maintenant, ça va être que on n'aura peut-être pas expérimenté ça. On n'aura peut-être pas expérimenté ça. Ça pourra peut-être gêner. Ou alors, on n'a pas les moyens technologiques en fait d'implémenter. C'est souvent ça. Et c'est toujours bien quand quelqu'un d'autre qui a expérimenté, ou alors qui peut implémenter, ou alors qui a vu faire, puisse venir faire. Mais au moins, en termes d'information, on est tous au même niveau. D'accord. Et certains, maintenant, tu vas voir, ils arrivent avec ce prisme-là qu'il vient avec la nouveauté, que c'est lui qui a la nouveauté. Et c'est aussi l'une des erreurs qu'ils commettent. Je pense que pour moi, personnellement, ce sont les deux erreurs majeures, en fait, que la plupart de nos frères, lorsqu'ils reviennent, font. D'accord. Mais sur l'ensemble du mouvement, c'est ce qui aurait dû être fait qui est en train de se faire. D'accord. Moi, je comprends que tu es pour, mais que tu donnes un petit contre-avis, c'est qu'il faut que ceux qui reviennent puissent s'adapter à l'environnement et puis comprendre qu'ils ne sont pas non plus... Parce que tu as dit, moi je résume, moi je l'appelle, parce que c'est quelque chose que je connais très bien, je l'appelle complexe du Messie. Donc de venir dans un continent qui certes te présente des faiblesses, mais qui a également certains potentiels. Tu as dit qu'au niveau de l'information, au moins à ce niveau on est tous alignés. C'est peut-être au niveau de l'expérimentation qu'on pêche, mais on a l'information. Donc de venir dans un environnement et de dire qu'on va tout changer de par juste le fait qu'on ait évolué à l'étranger, ça c'est de la mentalité à ne pas avoir. C'est ce que je retiens de ton discours et en général tu es pour. D'accord, ok. Donc là c'est un nouvel avis sur cette question qui nous tient beaucoup à cœur. Je pense qu'on va sortir bientôt un tableau qu'on affichera à l'arrière-plan à chacune des interviews. Donc maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Avant d'introduire le sujet, je veux que tu te présentes de façon résumée, mais que tu dises à peu près qui tu es. Skillcat. Je suis connu comme étant Skillcat. Mon métier, aujourd'hui, je ne peux plus dire exactement quel métier est-ce que je fais. Dans le sens où, de base, je suis graphic designer et directeur artistique. Mais avec le temps, ça a évolué et je me définis beaucoup plus comme un communicant. Mon métier maintenant, en fait, c'est la communication. Stratégie, digitale, ceci, cela, pour moi, en fait, c'est la communication dans l'ensemble. Et de 2020 à l'année dernière, je travaillais en agence de com où j'étais directeur artistique. Et puis, en juin de l'année dernière, je me suis dit, je vais quitter mon job et je vais m'offrir une année sabbatique. Et durant cette année sabbatique-là, je vais faire toutes les choses dont j'ai toujours eu envie de faire et que je ne pouvais pas faire. Je vais apprendre toutes ces choses que je voulais apprendre et où je n'avais pas le temps d'expérimenter toutes ces choses. En gros, c'est un peu ça. D'accord. Donc tu fais dans le domaine de la communication en général sous plusieurs différentes casquettes, mais tu regroupes sous la communication. Et aujourd'hui, on aura l'occasion d'en discuter, mais tu n'es plus
salarié parce que tu l'as été. Mais bon, on en parlera. Enfin, tu as un petit peu trahi le secret de Polichinelle, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de communication digitale et de marketing, marketing d'influence. Donc, c'est des domaines qui sont très peu connus, enfin, qui sont de plus en plus connus, mais qui prennent de plus en plus d'expansion, de plus en plus de place aujourd'hui dans la chaîne de valeur de toute entreprise, de tout projet même, tout simplement. Et aujourd'hui, on a décidé d'en parler. Et pour ça, on a convié M. Skilkat sur le plateau, qui est en plein dans le domaine, donc qui connaît un petit peu comment ça se passe, comment ça s'organise, quels sont les rouages. Et le but, c'est d'en discuter ensemble afin de faire découvrir à ceux qui sont encore ignorants sur ce sujet et de dire surtout quelle est la plus-value de ce domaine-là. Donc on va y aller, on va essayer d'en parler sur les différentes facettes. Mais avant, j'ai envie de savoir, salariat, freelance, entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut choisir aujourd'hui? Ok. Parce que tu nous as très bien dit que tu as été salarié. Tu as dit que tu as pris l'année sabbatique, donc tu n'as pas évoqué de raison particulière qui a suscité ton départ. Tu n'as pas dit que tu étais mal à l'aise, que tu n'avais pas la rémunération que tu voulais. Tu as juste décidé de prendre une année sabbatique. Donc tu as décidé de quitter volontairement le salariat. Donc ça m'intéresse bien de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des différentes options professionnelles qui peuvent être possibles pour quelqu'un? De ces trois options professionnelles-là, il faut comprendre une chose. Il faut d'abord, toujours, moi je continue toujours de penser qu'il faut d'abord contextualiser par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Il faut toujours contextualiser. On a le salariat, on a l'entrepreneuriat et on a le freelance. Sauf que, pour moi, vraiment, lorsque je regarde le paysage actuel, ceux qui s'en sortent mieux sont ceux qui ne font pas un choix. C'est toujours, tu vas toujours voir quelqu'un il est salarié et il a sa petite entreprise à côté. Tu vas toujours voir quelqu'un il est salarié, il a quand même son freelance à côté qu'il fait. Tu vas voir quelqu'un il a son entreprise, à côté de ça, il a aussi son freelance qu'il fait. D'accord. Tu vois. Donc le mieux en fait pour moi, ça c'est vraiment mon point de vue, par rapport à ces choses-là, c'est de se dire, de ne pas choisir. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument se ranger dans une case alors qu'on peut pouvoir tirer les forces de l'autre des situations pour pouvoir couvrir les faiblesses de chacune de ces situations-là et trouver vraiment cette symbiose comme ceci. D'accord. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut trouver en fait le moyen, il faut trouver le juste moyen en fait, le juste milieu. Tu peux te décider, oh, je garde mon job, ça me permet d'assurer quand même le strict minimum des factures et tout. Mais à côté de ça, j'ai ma petite entreprise que j'espère va me rendre riche. Ça peut être un point. D'accord. À côté maintenant, je peux me dire, ok, je peux garder mon job. C'est là que je veux faire carrière, c'est dans là que je veux évoluer. Je suis dans la carrière que je veux. Mais pour pouvoir arrondir les fins de mois, je peux avoir mon petit freelance que je fais à côté. D'accord. Pour moi, en fait, c'est la mentalité à avoir. Plutôt que se dire que je dois choisir. Ou alors maintenant se dire peut-être que non, le salariat vaut mieux que, je sais pas moi, le salariat est mieux que l'entrepreneuriat, ou alors que l'entrepreneuriat est mieux que le salariat. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est avoir l'argent. Tout ce qu'on veut à la fin de la journée, c'est avoir l'argent. Et laisse-moi te dire que dans ce doigt-là-ci, tu as des gars qui ont son salaire net qui arrive sur son compte, c'est 1,5. 1,5 million. 1,5 million. Oui. Tu as combien d'entreprises, tu as combien d'entrepreneurs? Tu vois, quand tu regardes tout le prisme des entrepreneurs, tu as combien d'entrepreneurs qui peuvent se payer un salaire de 1,5 million? Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Tu peux avoir des gars qui tournent, il va te dire, oh, chiffre d'affaires, machin, 500 millions. Il tourne à 500 millions, c'est vrai. Mais est-ce qu'il peut se payer 1,5 million chaque mois? Ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Maintenant, tu as un gars qui travaille dans une boîte, il est cadre, il a son 1,5 million qui tombe chaque mois dans son compte. Oui. C'est pas un pauvre, je suis désolé. Oui. C'est pas un pauvre. Tu vas pas non me dire que on peut jamais. Il y a ces citations d'internet, bon, pas d'internet, des livres et des autres gros d'entrepreneuriat où on te dit le salariat ne va jamais te rendre riche. Oui. Non, un mec qui a 1,5 million par mois, ce gars n'est pas pauvre. C'était ma question. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit sur l'aspect salariat. J'ai noté deux principaux éléments. Premièrement, tu dis que tu as quitté le salariat, mais après, tu nous dis que c'est bien de trouver l'équilibre entre tout
toutes ces options professionnelles, la salariat, freelance, entrepreneuriat. Mais pourquoi tu as quitté définitivement le salariat? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, tu nous as dit, je peux être salarié, ça c'est dans tes termes, je peux être salarié et avoir ma petite boîte à côté qui va me rendre riche plus tard. Ça veut dire que tu supposes que le salariat ne peut pas te rendre riche. Tu me diras si je me trompe. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en plus sur ces deux points-là? Bon, je vais commencer d'abord par la deuxième question. Oui. Parce que ça me pique. Quand je dis ça, en fait, ce n'est pas pour dire que c'est le salariat en fait qui va me rendre riche. C'est que pour ce gars, lui-là, lui peut se dire que bon, j'ai mon job, mon petit job, c'est que je garde pour gérer mes petites factures et j'espère devenir riche avec peut-être mon entreprise. Appelons-le Alain. Ça, c'est le contexte d'Alain. Oui. Maintenant, tu as le contexte de Gilbert qui, lui, tu vois, lui, il est dans sa grosse boîte, il a son 1,5 million chaque mois, tu vois un peu. Mais à côté de ça, bah, il veut je sais pas moi, à côté de ça, disons qu'il a un skill qui est super spécialisé. Oui. Il a son 1,5 et à côté, il se dit quand même que bon, son skill qui est spécialisé là, il peut encore le rentabiliser, tu vois, pour arrondir les fins de mois. Tu vois, ça c'est Gilbert, tu vois, il a son cas à lui. Maintenant, tu as le cas de je sais pas qui, d'un entrepreneur aussi, tu vois, qui a son entreprise. Et parce que quand on voit entrepreneur, tout le monde voit seulement les trucs de la tech, tout le monde voit seulement les grosses entreprises. Non, ton type qui a sa quincaillerie, qui a son truc, qui a son quartier, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Tu as maintenant un monsieur comme ça, qui a sa bonne quincaillerie, il vend ses produits là-bas. Mais à côté de ça, il a sa formation, par exemple, je sais pas moi, de plombier. Ou alors il a sa formation d'électricien. Tu penses que si tu viens de chercher là, que tu es en train de vouloir câbler ta maison, tu vois, il sait que c'est une semaine de travail comme ça, 250 000, 300 000 tombes. Il ne va pas cracher dessus. Il ne va pas cracher dessus. Exactement. Tu vois. Et il peut même, c'est quand bien même il pourrait fermer, il peut demander à sa femme de venir guetter de temps en temps, ou alors il peut demander à son enfant de venir guetter de temps en temps. C'est pour ça en fait que moi je dis, il n'y a pas de case en fait dans laquelle il faut se fixer, tu vois. Et aussi, il faut arrêter de réfléchir de façon aux situations de façon binaire. Ce n'est pas forcément, c'est même pas parce que ce n'est pas blanc que c'est noir. Oui. En fait, c'est que entre le blanc et le noir, tu as plein de nuances de gris au milieu. Et il faut trouver maintenant en fait la nuance de gris en fait qui marche pour toi. D'accord. En fait, c'est ça. C'était beaucoup plus ça mon point. Mais est-ce que tu penses que c'est plus parce que là, on a l'impression que c'est très accessible. C'est fait entre plusieurs activités. Il y a des personnes qui peuvent avoir six points générateurs d'activité à la fois, mais d'autres qu'à partir de 1, ils saturent déjà. Donc, ce n'est pas possible pour tout le monde de quitter de salariat à une activité de freelance à côté, quitter de salariat à une activité d'entrepreneuriat à côté. Ce n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, pour une personne qui n'a pas forcément ces aptitudes naturelles là, ou même acquises, de pouvoir surfer entre différentes options professionnelles, tu conseillerais quoi? Il reste dans la case qui l'arrange. Parce qu'en fait, je dis, il n'y a pas de case. Il faut d'abord partir de ce principe-là. C'est pas parce que j'ai dit qu'il faut switcher entre deux qu'il faut absolument le faire. Si une seule case marche pour toi, je ne vois pas n'importe quoi. Si tu as ton job qui te donne 2 millions de francs chaque mois, bah, tu restes dedans. Si ça te suffit, en fait, tu restes dedans. Pourquoi tu as fait casser la tête à vouloir encore prendre? Si maintenant, toi, à côté de ça, tu peux même avoir même 3. Que tu as ton job, tu as ton entreprise. À côté de ça, quand on t'appelle encore qu'il y a le câblage qu'il faut aller faire, tu portes tes pieds, tu pars. Tu peux faire tout ça. Oui. En fait, il n'y a pas de case en fait. Donc il faut se connaître et savoir quelles sont ses aptitudes, quelles sont ses volontés, surtout quels sont ses rêves. Et aussi, il faut aussi comprendre une chose, c'est que tout le monde n'a pas vocation à être riche. Il y a des gens, c'est pas ça son objectif. Tu vas pas le pousser à aller créer une entreprise en lui disant que tu vas devenir riche, monter son... Alors que c'est pas ça sa vocation. Il y a des gens que lui, sa vocation, c'est juste avoir son petit équilibre en fait. Savoir son petit équilibre. Et il est tranquille à l'intérieur. Donc en fait, c'est connaître en fait ce à quoi j'ai vocation. Oui. Tu vois. Et maintenant, en fonction de ça, j'organise maintenant ma vie professionnelle pour qu'elle serve ça. Oui. Et là maintenant, ça me permet maintenant d'enchaîner maintenant sur d'autres questions. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon job? Oui. Tu vois un peu. Je dis ceci. Les gens se définissent en fait par leur emploi, par leur métier. Tu vois quelqu'un, tu lui demandes que tu travailles, c'est quoi ton travail? Je suis à la Sonnelle, je suis à Pantel. Il ne peut pas te dire en fait, il ne peut pas te parler de ton métier. Tu vois un peu. Oui. Il se définit en fait par la boîte où il est.
Imagine maintenant que ce gars se fait licencier. Imagine l'impact psychologique sur lui. Et ça, j'ai vu faire. J'ai eu à voir ça récemment sur des tontons. Sur Tu as 2-3 exemples. Tu vois un peu. Moi, j'ai un tonton qui travaille dans une boîte. Tu vois, il pleure. J'ai mon cousin meunier. J'ai mon cousin, je les ai vus. Tu vois, lui, il travaille dans une. Bon, je commence par exemple par mon cousin. Il aime beaucoup, hein. Il a travaillé à l'Est pendant des années. Il était dans une compagnie forestière de mécanos. Tu vois. Et maintenant, il se retrouve dans une histoire, bah, tu as des problèmes avec tel, tu as des problèmes avec tel, ça a fait ci, ça a fait ça. Et il est sur un dépannage. Quand il est sur un dépannage, il a fait une erreur. Et maintenant, apparemment, de ce qu'il me raconte, c'est qu'il travaillait sur un groupe. Et quand il a nettoyé le groupe, il a remis le volant du moteur. Soit il n'a pas mis les boulons, soit il n'a pas mis quoi. Il est parti, il a redémarré le groupe. Donc quand ça a démarré, ça a tout cassé le truc. Tu vois un peu. On le sanctionne pour ça. Sauf que la sanction s'empile, il perd son job. Voilà revenir à Yaoundé, vous trouvez à la maison, dans la maison familiale. On te parle de quelqu'un qui a travaillé peut-être 5, 6, mais pas 5, 6 ans, c'est une dizaine d'années dans la même boîte. Il était épave. Il a pris près d'un an à remonter la pente. Tu vois, il a pris près d'un an à remonter la pente. Et j'ai fait un ongle comme ça. À côté de ça, maintenant, tu as maintenant les personnes qui vont en retraite. Tu n'as pas remarqué que je connais très peu, et je parle vraiment très peu de personnes qui partent en retraite en étant comptable. Parce qu'en fait, toute ton existence est organisée autour de son travail. Et maintenant, un matin, il ne peut plus sortir. Seulement le simple fait d'être assis comme ça, il n'a rien à faire. Et ça, j'ai vu mon père, mon père récemment, il est parti en retraite l'année passée. Peut-être pendant 6 mois, le simple fait d'être assis comme ça, il n'a rien à faire, il a trop de temps libre. Tu vois, paradoxal, parce que normalement la retraite c'est pour se reposer et ne plus travailler. Net. Oui. C'est justement ça le problème. Sauf que c'est comme le muscle. Tu as quelque chose que tu as fait pendant 30, lui il a fait 30 ans de carrière dans la même boîte. Wow. Genre, mon père il a fait 30 ans de carrière. C'était vraiment l'employé modèle. 30 ans de carrière, pas de demande d'explication, il a toujours fait son job comme il fallait et tout. Nickel propre. Et je lui prends ça un jour. Il ne peut plus sortir pour aller au travail. Imagine l'impact sur lui. Donc ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas se définir de par un travail. Par son travail en fait. Oui. Tu vois. Maintenant, pour moi, dans mon école, l'école de pensée dans laquelle je m'inscris, tu vois, personnellement. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, s'il fallait attendre, par exemple, 60 ans pour aller en retraite, disons même que tu es un employé consciencieux qui te dit, ok, je vais travailler dur, épargner, faire ci, faire ça, pour avoir ma bonne retraite, je vais aller vivre ma meilleure retraite. Tu vois, je serai épanoui là-bas, je vais me reposer. C'est bon. Good. Tu épargnes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais tous tes plans. Sauf que tu n'es pas la seule personne à décider. Les aléas de la vie. Les sacrifices que tu fais maintenant, c'est tu te dis que tu vas pouvoir profiter de ça à la retraite. Ah, ça peut changer. Ça peut s'arrêter. Ça peut même s'arrêter. La vie peut complètement même s'arrêter. Exactement. Tu vois un peu. Ce sont des trucs que tu ne prends pas en compte. Sauf que maintenant, à côté de ça, moi par exemple, je m'inscris dans l'école de pensée qui veut que tu n'es pas obligé d'attendre la fin pour aller prendre ta retraite. Tu as des gens par exemple qui te disent que lui il va jamais prendre sa retraite, que lui il va travailler tout le temps parce qu'il aime ça et tout. Ceux-là ne disent pas vrai. C'est un courant de pensée. Oui, c'est un courant de pensée aussi, une école de pensée, mais ceux-là quand même, je pense qu'à Moscou, ils ne disent pas vrai. Parce que c'est tous ces gens que tu vois parler comme ça, pour la plupart sont dans des métiers où sont dans des métiers que j'appelle des cours sprint. Ce sont des métiers où on sprinte pendant un moment, après un moment là où on ne fait rien. Après on sprint pendant un moment, après un moment où on ne fait rien. Tu vois, ça aussi c'est un courant de pensée. Exactement. Mais quelqu'un qui est vraiment salarié dans une boîte où il doit aller tous les jours, lui il ne peut pas penser comme ça. Il va travailler toute sa vie. Non. La preuve en est que lorsqu'il faut les voir, il faut nous voir en fait. Lorsque tu es en train de négocier ton congé, quand tu es en train de calculer tes congés dans la tête. C'est une chose. Maintenant, donc, moi, l'école de pensée dans laquelle je m'inscris, donc c'est quoi? C'est que je ne suis pas obligé d'attendre
mes 60 ans pour aller en retraite. Je peux décider de prendre ma retraite chaque 5 ans. Tu vois. Et moi, dans mon cas, moi, c'était chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Chaque Donc 4 tu as ans. plusieurs retraites en fait. Oui, je prends 1 an de retraite. Chaque C'est ça que 4 ans. j'appelle mon année sabbatique. D'accord. Et pendant l'année sabbatique, là, c'est consacré à quoi? 1. Me reposer. 2. Essayer d'avoir de nouveaux skills. Tu vois. Que je vais pour pouvoir revaloir en fait ma posture. Tu vois. 2. Bon, j'ai déjà dit me reposer. Essayer de revaloir de nouveaux skills. Tu vois. Et 3. Maintenant, expérimenter des choses que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas le temps. Parce que si tu as travaillé en entreprise, tu as travaillé dans une boîte un peu sérieuse, tu sais qu'il y a beaucoup de compromis en fait que tu es obligé de faire parce que tu dois aller au travail. Exactement. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire, il y a même des week-ends même en fait que tu ne peux pas prendre parce que il y a eu une urgence au bureau, il y a eu ci, il y a eu ça, tu ne peux pas faire. Tu vois. D'accord. Et c'est autant de choses. Et donc c'est le courant de pensée dans lequel moi je m'inscris. Et c'est la raison pour laquelle en fait je me suis dit ok, mes 4 ans sont arrivés. D'accord. Et ça, tu te l'as dit dès la première année de salariat ou tu es à combien de cycles là? Le cycle de 5 années, tu en es à combien? Là, en fait, le premier cycle était sur 3 ans. J'ai pris 1 an. Le second cycle, j'ai fait 4 ans. Et là, maintenant, j'ai pris 1 an. D'accord. Tu vois. Oui. Le second cycle, j'ai fait 4 ans. Et là, maintenant, j'ai pris 1 an. D'accord. Tu vois. Et bon, le premier cycle, c'était des trucs, c'était du genre. Sur le premier cycle, c'était du genre. Ce sont des concepts, en fait, que tu commençais à intégrer, à épouser, tu vois. Mais. Pour le coup, tu débutes ta carrière, il y a eu ci, tu ne sais pas encore vraiment, tu vois. Et les aléas de la vie font que, bon, après, tu te retrouves 1 an au quartier. Et tu vois le bien que ça te fait, tu vois. Tu vois le bien que ça te fait. Je me suis retrouvé à faire toute l'année 2019 au quartier, tu vois. Je vois le bien que ça me fait. Dans le sens où, 1, je suis reposé, je suis plus frais. 2, j'ai appris le motion design, tu vois. 3, j'ai pu perfectionner un peu mes skills de relationnel et tout. Et c'est la période là où justement je commence à faire des vlogs de façon beaucoup plus constante. Je lance un podcast. En fait, j'ai fait seulement 4 épisodes, mais les 4 épisodes ont été assez pour que je me fasse remarquer sur le réseau Twitter. Oui. On va en parler de ce que tu fais. On va parler de tes activités. Donc, et en fait, c'était ça en fait. C'est là où je me suis rendu compte que il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. Et maintenant, lorsque je retrouve un job après, dans ma tête d'abord, c'était là que je devais partir. Tu vois, je suis là pour un temps. Je suis là pour quoi? Je suis là pour apprendre, je suis là pour faire ci, je suis là pour faire ça. Je suis là maintenant pour montrer aussi ma valeur. Mais je savais que là où j'avais pris la boîte, il y avait un point là où, dès qu'on devait arriver à ce niveau-là, tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et le point où on est arrivé, on a bossé dur. Et on est arrivé vraiment, on était vraiment au top. D'accord. Mais comment as-tu fait pour réussir à avoir cette discipline mentale, d'être dans une stabilité, de te lancer dans un flou, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu avais vu la stabilité du salariat? Parce qu'on dit souvent que le salariat, ça donne une certaine justement stabilité. Tu ne réfléchis pas trop parce que tu sais que tu as ton dû qui arrive à la fin du mois. Tu es peut-être à l'aise au travail, tu es peut-être à l'aise avec tes collègues dans le travail pratique que tu fais. Est-ce que c'est des trucs que tu avais? Et comment tu fais pour quitter tout ça? Bon, personnellement, d'abord, la stabilité. Pour te dire à quel point j'étais impliqué dans la boîte où j'étais, c'était au niveau où, dès que tu parlais, tu donnais un nom de notre boîte, on voyait 2 personnes. Ma boss, moi. Tu vois un peu. D'accord. Et pour pousser même encore plus loin, en fait, j'ai quitté le Yaoundé pour arriver, juste pour ce job. Tu vois. Et quand j'ai arrêté, c'est récemment que je discute avec un pote. Et j'essaie de compter en fait le nombre d'amis que j'ai. Je me rends compte que je n'ai pas d'amis. En fait, tous mes amis, c'était les gars de ma boîte. Tu vois. Parce que je suis quelqu'un de très réservé, je suis quelqu'un de très casanier, tu vois. Donc tous mes amis, en fait, c'était seulement les gens de ma boîte. D'accord. Et c'était seulement avec eux que je faisais mes trucs, que passer le quotidien. Tu vois. Et j'avais pas vraiment besoin d'autres personnes, peut-être 2-3 personnes. Et quand je compte, je me rends compte que depuis que je quittais la boîte, bah, il y a peut-être s'il n'y a que. Et maintenant, tu as peut-être 1-2 personnes là en plus que je vois. Sur 4 ans, sachant que tu es arrivé dans une nouvelle ville, tu vois. C'est pour te dire à quel point j'étais impliqué. D'accord. Tu vois un peu. Mais tu vas dire discipline mentale, non. Ton agent ne souffrait de rien, c'est vrai. On connaît, on est au Cameroun. Ça va glisser un peu, 1 semaine, 2 semaines. Mais quand on arrive, ça arrive.
Tu vois, tu ne souffres de rien. D'accord. Mais moi, je me suis dit personnellement, tu vois, j'estime qu'il y a des gens qui vivent pour des choses qui sont beaucoup plus grandes. Tu vois. Dit par un gars qui se filme en train de rire sur la moto avec le skateboard dans dans sa maison et tout, ça ne make peut-être pas sens. Oui. Ça ne make peut-être pas sens, mais j'estime quand même que moi, perso, si l'idée là est quittée de la quatrième dimension pour moi, tu vois, je me dois de l'implémenter, tu vois. Et je me dis que ce serait un courant de pensée que j'aimerais influencer certaines personnes à pouvoir penser aussi comme ça. Se dire que bah, le travail, c'est pas la fin du monde. Oui. Tu vois, c'est pas la fin du monde. Avoir un job, c'est pas la fin du monde. Oui. D'être free, Oui. de se sentir libre de... sentir libre. Et je trouve même qu'en fait, et le fait même de vivre avec cette liberté dans sa tête là, tu vois, ça te permet même d'aborder en fait même le travail différemment. Même aborder même ton patron différemment. Tu sais, il y a des gens, quand tu es dans le monde du travail, il y a des gens qui divinisent carrément leur patron. Genre, le patron, c'est une entité sacrée là. Au point où le patron a plus d'importance dans sa vie. Parce qu'en fait, il y a deux versions. Que sa famille, en fait. Et il y a même souvent deux versions. Soit il diabolise tellement le patron là que pour lui, c'est le diable sur terre, mais il ne parle jamais. Tu vois. Soit alors, c'est qu'il divinise le gars à un tel point où il peut être même en week-end avec sa famille et tout. Dès que le patron a payé, il est parti. Il est parti. Il y a ces deux versions-là. Mais est-ce que, tout ce que tu me dis là, c'est bien beau, j'ai envie de dire, cette vision, cette façon de voir les choses. Mais est-ce que ce n'est pas un niveau parce que tu as une passion? Et j'irais même jusqu'à dire un talent dans ton domaine. Et je rajouterais même, est-ce que tu n'as pas une passion, un talent et tu es encore en plus dans un domaine qui est valorisable et qui est valorisé? Ce sont des choix en fait que j'ai fait depuis le départ. J'ai pensé à ça en amont. Tu vois, j'ai eu mon bac en 2009. J'ai échoué tous les concours, je suis parti en Guayaquil. Sciences de la Terre et l'univers. J'ai un master en sciences de la Terre et l'univers. Tu vois. Aucun rapport avec ce que tu fais aujourd'hui. Oui. J'ai regardé, quand on nous donne les admissibilités pour aller en master 2, je regarde devant et vois comment les gars là vivent leur vie. Je dis, ah non, moi je ne vais pas être comme vous. J'ai décidé de laisser tomber ça. Je suis en master 1. Je suis en train de partir en master 2. Et quand je dis master 1, c'est comment j'ai fait 4 ans. Non, j'ai fait 5 ans. Parce que j'ai fait 4 ans pour avoir la licence. J'ai échoué une année. Pour te dire que le type était mature. Pour dire que si c'est le temps que... Non. Ça, tu maîtrises. Si c'est le temps, non. J'ai mis le temps là-bas. Tu vois. Mais après, quand je regarde devant, je me dis non. Je ne peux pas me mettre... Je ne veux même pas être dans les bottes de ces gens-là, tu vois. Et je commence à regarder. C'est juste que j'ai été aware, en fait. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux écrire mon personnage, ma vie, mon scénario, pour pouvoir avoir la liberté de faire ci, faire ça, faire ça. Et je me suis dit, et je me rappelle que, et ça c'est quelque chose que je me disais encore très jeune, c'est que je veux pouvoir être le gars que tu le prends, tu le balances au Kazakhstan, il peut toujours faire son métier. Il peut faire son métier. Et de ces choses-là maintenant, c'était quoi? C'était que je devais investir en fait sur moi, en fait, dans ma tête, dans mon corps. Et la chose que tu peux investir sur toi, dans ta tête, dans ton corps, c'est quoi? Les connaissances et les skills. 4. D'accord, donc c'est de là que vient ton nom. Mais skill, on comprend, mais 4, ça vient d'où? Au lycée, il y a une rumeur qui courait que je mangeais le chat. Donc on a commencé à m'appeler le chativore. Après, pour les intimes, c'est devenu le chat. Donc parce que le chativore, c'était trop long. On m'a appelé le chat. C'est resté comme ça. Je me dis même que quand elle est partie à la fac, ils vont m'oublier. Je ne vais pas trouver mes camarades là-bas. On m'appelle toujours le chat et c'est resté. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de comment est-ce que tu as fait pour te définir, pour t'orienter, développer tes skills, tes compétences et devenir ce que tu es aujourd'hui. Je propose qu'on reste à l'intérieur et qu'on s'y engouffre un petit peu plus. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je veux que tu nous détailles ton domaine, mais peut-être que tu nous racontes ton historique, quel est ton parcours, ta formation, et que tu nous dises comment tu as fait pour arriver à ton métier d'activité aujourd'hui, ce que tu y fais à l'intérieur,
Qu'est-ce que tu as fait en termes de projet, en termes de collaboration? Sens-toi vraiment libre. C'est une question ouverte et très lâche. Et dis-nous tout. Mais avant, petite précision. Parce que là, tu es censé être en année sabbatique. Qu'est-ce que tu fais en année sabbatique? Bon, c'est une question que tu peux inclure dans la question ouverte. Ok. Bon, je commence d'abord par la question de l'année sabbatique et après on va aller. Dans mon année sabbatique, en fait, je me positionne vraiment, j'essaye vraiment de me positionner comme créateur de contenu. Parce que, en fait, j'estime que, c'est même pas que j'estime, c'est factuel. C'est que le média est devenu l'un des 4 piliers, l'un des 4 leviers de richesse. Avec le capital, la main-d'œuvre, le code, et maintenant tu as le média. Maintenant, se constituer un média te permet de faire levier sur n'importe quel business, sur n'importe quelle activité. Et tu es sûr quand même que ça te rend plus compétitif en fait que le gars qui est au même niveau que toi. D'accord. Donc en fait, vraiment, je pense que de façon factuelle, mon année sabbatique a été consacrée à ça. Augmenter mon nombre de followers. C'est pour ça qu'il faut me follow. Tu vois, c'était ça. C'était vraiment ça, il était consacré à ça. Créer plus de contenu, le rendre toujours plus qualitatif et augmenter en fait l'impact de mon brand. Parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je me vois comme une marque. D'accord. Donc, c'est vraiment ce que je fais dans mon année sabbatique. Donc tu te vois comme une marque? Oui. En fait, mon objectif au finish, c'est que Skill4 devienne une marque. Tu vois, un peu comme The Rock, c'est une marque. D'accord. Tu vois, un peu c'est ça vraiment. Je pense qu'on comprendra plus quand tu nous diras ce que tu fais. Ok. Parce que là, quand tu nous dis que tu te vois comme une marque, ça reste un petit peu... Ok. Bon, pour mon petit parcours, comme j'ai dit, collège, j'ai le bac en 2009, j'échoue tous les concours, comme beaucoup d'entre vous, je me retrouve en Guayaquil, tu vois. Et je pense qu'en Guayaquil, ça a vraiment été, le fait d'être en Guayaquil a été vraiment c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, tu vois. Parce que j'étais à Vogt, tu vois, j'étais au collège Vogt, et là-bas on était vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs établissements scolaires, tu vois. Sauf que là-bas, vous êtes dans un cadre qui est vraiment très contrôlé, vraiment très encadré, et c'est un cadre dans lequel tu n'as pas besoin de faire d'efforts, dans le sens où si tu fais seulement ce qu'on te dit, on vous force à travailler, on vous pousse à travailler, tu fais seulement ce qu'on te dit, tu auras le résultat. Donc tu t'assois, tu étudies au moment où on t'a demandé d'étudier, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, tu t'assois au moment où tu auras le résultat. Comparé par exemple aux enfants du lycée qui sont un peu des salariés. Tu vois. Maintenant, quand imaginons que je quitte de cet environnement et je me retrouve en Guayaquil. Donc vraiment, la désillusion, la rupture est vraiment hyper brutale. Tu vois. C'est deux environnements diamétralement opposés. Diamétralement opposés. Et quand j'arrive là-bas, je me dis, ok, je vais pas me laisser faire. Tu vois. Je vais quand même essayer de thrive et sortir la tête de l'eau. Et je rencontre certains amis là-bas et on devient vraiment de bosseurs. Et je le dis de toute ma vie, je n'ai jamais étudié pour l'école comme j'ai étudié quand j'étais en Guayaquil. Jamais de ma vie comme j'ai étudié en Guayaquil. Jamais de ma vie. Tout ça j'ai échoué quand même. Pour te dire à quel point l'université. C'est un environnement spécial. Surtout ici au Cameroun, c'est un environnement spécial. Spécial, on va le dire comme ça. Spécial. Je me rappelle le premier semestre, les premiers CC. Petit Voctoire, tu sais que non. Maths physique, Petit Voctoire? Oui. C'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, moi, petit Voctoire, tu vois. Donc, maths physique, c'est mon truc. Ça va me dépasser. Science, oui, c'est mon truc. Ça va me dépasser. Quand je pars au Babia, voir mes notes, chacun note était sur 30. Chacune de mes notes ne dépassait pas 8 sur 30. J'avais 2,5. Non, j'ai même peut-être, je pense qu'il y a 4 matières où j'ai eu 2,5. Chimie, j'ai eu 2,5. Moi, chimie, j'ai eu 2,5. Et j'ai un bac B avec mention. Chimie, j'ai eu 2,5. Physique, j'ai eu 2,5. Sur 30, pas sur 10. Chouette, c'est comme ça, monsieur remet encore, monsieur remet en question. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Et ça, maintenant, je cause avec les grands frères qui sont en Guayaquil. Lui, il échoue depuis, il est là. C'est que mon petit, c'est même pas comme ça se passe. Il faut faire comme le prof dit. Tu comprends maintenant qu'en fait, pour réussir, ça ne dépend plus seulement de toi. Ça ne dépend plus seulement de ce qu'on te dit. Il y a maintenant des facteurs externes qui entrent en jeu. Comment est-ce que le prof corrige? Il y a des gars qui avaient carrément étudié ça. Il te dit que le prof, si on est ici, on est 3000 dans la classe. Lui, il corrige tout ça tout seul. Donc en fait, c'est les 3 premiers exercices qu'il va corriger ou bien les 3 premières questions qu'il va corriger. Après, il va regarder, il va te donner une autre. Wow. Tu vois un peu. Les gars te disaient des trucs bizarres. Que tu
it doesn't make sense. Mais quand tu appliques, tu vois que ah ouais, ça marche, tu as quand même passé. Oui, ça a été une école de vie pour moi, dans le sens où ça m'a permis de commencer à réfléchir comme ça, même pour ma propre vie. Tu vois, je me retrouve dans Ngouaikele. Et vraiment, je pense que c'est en Ngouaikele là que je développe vraiment la grinta, genre la niaque, tu vois, parce qu'il fallait étudier. On dormait au campus parce qu'il faut étudier, on dormait, on partait dans une petite école là, avec mes potes, on partait s'enfermer là-bas pour étudier, pour aller recomposer le lendemain. Quand tu entends qu'il y a l'épreuve dehors, il faut aller, il y a l'eau, tu cours la nuit pour aller acheter l'eau. Parce que l'eau est dehors. Des choses. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'eau. L'eau, en fait, c'est que l'épreuve a fui. L'épreuve a fui. Mais il faut maintenant trouver. Et imagine, tu es couché chez toi, vous devez composer demain. Là, j'ai une histoire comme ça. On est à la maison, on doit composer le lendemain. On te dit que qu'il y a l'eau dehors. Tu dis comment ça? On dit que non, Carrefour bien massif, tout le monde se retrouve là-bas. Tu arrives au Carrefour bien massif, tu reconnais tout ton amphi. Tout le monde est là. Pour l'eau. L'épreuve était dehors. Gens devaient composer le lendemain à 7h du matin. Il est 22h. Apparemment, l'épreuve a fui, je ne sais pas comment. Il faut boire toute l'eau. Tu arrives comme ça, on se retrouve tous. Chacun a l'épreuve, comme ça, on commence à étudier. Dès qu'on arrive le lendemain, comme ça, tac, 7h, dès qu'on donne l'épreuve, on se rend compte que c'est ça. Waouh. Les amateurs crient. Ils sont contents. Bande de faux tricheurs. Les amateurs crient. Quand ils crient comme ça va. Maintenant, les étudiants, ça se rend compte que, il y a quelque chose. Ils ont l'épreuve. On amène la police. Swear to God. Les choses que j'ai vécues en Ngouaikele, on amène la police, on bloque tout le monde. Dites-nous. Un gars dit, on bloque tout le monde. On va fouiller. On va commencer à fouiller d'abord les gens. Parce qu'il y a des gars qui avaient écrit, c'est sûr. Et tu dis, tu ne mets ça dans ta tête, non. Il y a des gars qui restent sûr. Quand on fuit, on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose. On prend maintenant les épreuves. On se rend compte qu'on annule l'épreuve. De ces trucs. C'est des expériences. Ce sont des expériences. Oui. Et ce sont ces choses-là maintenant qui m'ont permis de... Ce sont des trucs que j'ai vécu tellement en Ngouaikele. Des trucs que tu vois deux gars bagarrer pour la chaise. Non, pas pour la chaise. Pour la place. Pas pour la place. C'est que l'autre a réservé sa place aux escaliers. Donc les places assises sont là. Mais il a mis son format pour s'asseoir au sol. L'autre, il n'a pas vu. Il est venu s'asseoir là. Ça devient la bagarre. Donc ils sont en train de se battre pour s'asseoir sur l'escalier, par terre, dans l'amphi. Et ce sont des trucs comme ça. Donc quand je voyais ça, tu vois, ça m'a motivé en fait. Ça m'a donné un lien. Une façon différente de voir les choses. Voir la chose. Et ça m'a aussi fait comprendre qu'en fait, tu ne vas pas toujours réussir en faisant ce qu'on te dit. Parce qu'en fait, ceux qui réussissent font d'autres choses, tu vois. Pas forcément mauvaises. Mais il y a d'autres facteurs aléatoires que c'est pas ce qu'on te donne dans le manuel, qu'on te donne dans le guide. Tu vois un peu. Il y a d'autres facteurs aléatoires qu'il faut prendre en considération. Et c'est même ça aussi maintenant dans la vie. Tu vois. Et à cette période-là maintenant, je deviens super fan d'arts martiaux. Bon, j'étais super fan d'arts martiaux, je faisais un peu mon petit karaté et tout. Et après, c'est devient vraiment une obsession. Crée mon propre club de karaté, on fait Coupe du Cameroun, on me tape, machin. Et j'ai des potes maintenant qui me font le karaté et tout. Des frères, on ne veut même plus dire son parce qu'on n'est pas au niveau, on est potes, on est frères. On se dit, ok, on va devenir pro. Pro dans quoi? Le MMA. Là, il te parle des choses, nous sommes en 2012, 2013. MMA, personne ne connaît encore ça. Je tombe sur un combat à Ethel. Je veux faire le truc, tu vois, j'appelle mes potes avec qui on s'entraîne. Je dis, il y a un truc là que j'ai vu. Il faut qu'on suive ça. Étudier ça, on va faire ça où ici? On se met à étudier sur YouTube, comment mixer, comment faire, on fait un autre karaté, comme ça que pas commencer à faire. Et j'étais vraiment obsédé par ça. J'étais vraiment obsédé par les arts martiaux parce que, du fait que j'étais un petit boxeur et que je suis quelqu'un de très réservé de base, tu vois, c'était vraiment, ma timidité était vraiment à un autre niveau, vraiment très haut. Je parlais pas aux gens qui ne connaissaient pas, machin. Tu allais penser que je suis snob, même au quartier. Il y a des gens qui pensaient que je suis snob, alors que c'est parce que j'avais peur. Et c'est quand je me mets vraiment au karaté que je commence à m'ouvrir. Tu vois, et je pense que parce que je me suis mis au karaté, et j'ai vu le résultat, c'est devenu une obsession. Il m'en faut plus. Et tu vois, il y a des gars qui te voyaient gringaler. Forcément, ils se disaient que tu prends pour n'importe qui. Tu vois. Et facile, ils te parlent n'importe comment. Tu vois. Moi, à l'époque, j'étais timide, je me prenais sur moi. Tu vois. Mais au fur et à mesure que le temps a commencé à passer,
Tu as commencé à t'affirmer. J'ai commencé à m'affirmer. Ça, c'est d'un. Et de deux, bon, on s'entraînait. La chose cool que mon maître de karaté faisait souvent, c'est qu'il nous prend maintenant, tous on vient faire des démonstrations là, en pleine rue. Tu vois. Et tu me vois faire des trucs. Tu me vois faire des trucs et tu te dis, ouh, le gars, si donc c'est comme ça, machin, machin. Sauf que aussi, bon, ça fait en sorte que le problème, c'est quand tu n'es pas costaud, c'est que les gars veulent bagarrer avec toi. Et tu es obligé de taper quelques-uns. Donc, tu en as déjà rectifié quelques-uns. C'était obligé. Il fallait ça. Parce qu'en fait, le gars va te voir regarder, il va te dire non. Et tu es obligé, tu vois. Et maintenant, c'est devenu une obsession. Et je me mets maintenant à entrer dedans. Je crée ma salle, je crée mon propre cours de karaté, je fais ci, je fais ça. D'accord. Et story. Non, short story. En licence, dès que j'ai la licence, je dis à mes potes de la fac, parce qu'il y a mes potes de la fac et il y a mes potes du karaté, je dis aux gars que moi je vais devenir pro. J'abandonne la fac, tout le monde me voit comme un malade. Que mec, en tout cas, si tu veux devenir pro, comment? Non, moi je vais être combattant professionnel. Tu veux faire quoi? Je vais faire MMA. Il n'y a pas ça au Cameroun, tu vas faire comment? Je vais trouver. Pour rappel, juste pour simple rappel, on est dans son historique pour arriver à ce qu'il faut aujourd'hui. Donc c'est très intéressant, c'est surtout ça reste très intéressant de voir comment il a gravi les échelons, quelles sont les différentes étapes par lesquelles il est passé pour arriver jusqu'ici. Et on voit qu'au fur et à mesure, on s'éloigne, on quitte d'un domaine à l'autre, ainsi de suite. Ouais. Chacun des domaines lui a apporté un plus. Donc je laisse poursuivre. Donc je me retrouve dedans, je me retrouve dans le MMA. Enfin, je me retrouve à vouloir faire le MMA, mais je ne sais pas où faire. Donc, je fais le karaté, je fais la lutte, je fais le judo, je fais machin. Et je me dis, à un moment, ça va cliquer. Tu vois. Et je dis, j'arrête la fac, j'arrête la géologie. J'ai un de mes potes qui me dit, gars, toi, tu étais notre tireur dans notre groupe. Tu vois, parce qu'on ne faisait pas n'importe comment. On doit s'asseoir, on s'organise. Tu vois, c'est un classement très technique. Tu enlèves une personne là, tout le monde échoue. Parce que telle personne a une partie de la matière, une personne, non, c'est comme ça que nous on composait. Mais non, tu es notre tireur, tu peux pas partir. Je dis, ok, je fais l'année master 1. Tu passes pour aller en master 2 et moi on continue. En tout temps, moi je sais que je fais mon truc. Maintenant, je suis en master 1. Quand je suis en master 1, on évolue ensemble. On passe pour aller en master 2, tu vois. Et on passe pour aller en master 2 et il y a un événement qui survient en fait dans ma vie. Je me fais agresser en fait à mi-faible. Alors savage, tu vois, je me fais poignarder, tu vois. Et le fait de me faire poignarder comme ça, en fait, c'était vraiment brutal. Les descentes sont sorties, j'ai arrêté avec les mains, je suis parti à l'hôpital, on a remis le ventre. Et quand je me suis assis, après, j'ai regardé, je me rends compte qu'on a dû m'opérer. J'étais immobilisé pendant 10 jours. Après 10 jours, je quitte de chez nous, je m'en vais vivre chez ma tante parce qu'elle voulait me suivre elle-même. Elle est médecin, son mari est médecin, elle est docteur en infirmerie. Elle me dit, ok, qu'elle veut me suivre elle-même. Je me rends compte de tout ce que c'est impliqué, tous les gens que ça a touché et tout. Et je me dis, ok, ça aurait pu s'arrêter là. Tu vois, je n'ai jamais aimé être en Guayaquil. Tu vois, ça n'a jamais été mon truc. C'est juste que je me suis retrouvé, je me suis dit, ok, je serre le cœur, je continue. Et je me dis, ok, ça aurait pu s'arrêter là. Ça veut dire que j'aurais vécu cette vie-là où, et toute mon existence gravitait autour de Guayaquil et les arts martiaux. Les arts martiaux, au moins, c'était fun. Tu vois, parce que je m'épanouissais là. Mais Guayaquil, j'avais l'impression de me sacrifier. Et ça m'a interloqué, ça m'a dit, je me suis dit, oh, si ça s'arrêtait là, ça veut dire que tu aurais donc sacrifié en fait toute ta vie à faire quelque chose comme ça là, que tu détestais littéralement. Tu vois. Mais je bossais dur, je bossais extrêmement dur. Tu vois, pour des conneries que j'estime aujourd'hui que pour moi, pas pour tout le monde, pour moi, j'estime que c'était des conneries. D'accord. C'est là où je décide donc d'arrêter la fac. Quand j'arrête la fac, j'ai mon père que passe pro. Si le gars n'a pas fait l'AVC, il va mourir l'AVC. C'est là où il a compris que son cœur est dur. Et que tu vas devenir. Tu imagines alors que tu n'avais pas encore les figures comme Ganou, machin, nous m'expliquons, genre. On aurait même dit que tu devais jouer au foot. On aurait un peu compris. Que tu veux me faire le judo, on aurait un peu comprendre. Mais non. Je lui montre, il me dit, mais. Comment me dit, fais un concours, fais ci, fais ça, j'étais plus avec lui. Bizarrement, quand je prends la décision là, il y a un grand frère, Simon Bignon, il est rentré de Corée. Et en Corée, il a pratiqué le MMA. Crée un club de MMA. J'arrive, je les trouve, ils s'associent avec cette ancienne pote et tout. Et bon, un club de MMA qui tourne. Et ça, les gars me disent qu'ils faisaient déjà quand même le MMA entre eux là, depuis peut-être 2 ans, 3 ans.
C'est comme ça que je les trouve. On est maintenant ensemble. Quand on est maintenant ensemble, moi dans ma tête aussi quand même, je pensais à la carrière. Et je me dis, ok, tous les grands frères ici, il était champion en boxe, tel était champion en machine, tel était champion. Pourquoi il est pauvre? Parce que tu as un gars qui est champion, il est champion d'Afrique, on dit qu'il est champion d'Afrique de kickboxing, il est champion d'Afrique de machin. Il est pauvre. Et à côté de ça, il a tout son. Il vend la Nivakin en Vombi. L'autre au déballage de chaussures. Je réfléchis dans ma tête, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Dès que je me dis, on ne les connaît pas comme ça, je dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un déclic. Je vais faire un blog. J'appelle le blog Kamel Fighter. Et sur le blog maintenant, je dis, je vais parler de ma carrière. Et puis, je me dis, non, ça ne peut pas apporter si je fais seul. Donc, je vais commencer à filmer tout le monde. Quand ça va porter tout le monde, je vais aussi me mettre en avant dedans. Tu vois, et ça va me propulser, ça va propulser ma carrière d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que je commence. J'ai un de mes tontons là qui me donne un appareil photo là qui prenait des piles. Seigneur, imagine un appareil photo qui prend des piles. Donc quand tu as fait 2 flashs, les piles sont finies, il faut remplacer les piles. C'est toute la magie. Je prends son appareil photo, je commence à arpenter tous les clubs de Yaoundé. Je filme les gars. Quand il y a un combat, je filme. Parfois il s'entraîne, je viens, salut tout le monde, je cause avec le coach. Je filme tout le monde. Je ne vais pas laver les photos, je viens leur donner les photos. Parce que en tant qu'athlète, je savais ce que ça représentait. Oui. Beaucoup d'entre eux là se sacrifient, n'ont rien. Beaucoup de ces athlètes là, c'était des gars que moi j'étais un privilégié. Tu vois, je savais que pour rentrer chez moi, je trouve mon riz sur sa rachis que maman a préparé, tu vois. Mais beaucoup d'entre eux sont des gars qui poussent en journée au marché, là la brouette. Sa seule opportunité de réussir dans la vie, c'est qu'il va payer ça avec la boxe. Exactement. Tu vois, je commence club de boxe, lutte, montée, descendue. Je passe maintenant à l'appareil photo, je fais, et j'ai mon blog. Quand j'en parle maintenant, mon coach MMA, je lui dis que gars, j'ai mon blog là, que tu n'étais qui me dit attends, ne rentre pas. Attends. Comment ça, il dit que non, tais-toi, attends, assois-toi là. Il me fait directement asseoir. Genre, les athlètes étaient assis là-bas. Parce qu'en fait, dans le monde du sport de combat, il y a le 100 francs de la séance. C'est un truc symbolique. Donc, quand tu t'entraînes, tu dois donner 100 francs à la séance. Tu vois. Il doit dire 100 francs, 100 francs. Il me dit, assois-toi ici là. Il me fait asseoir avec lui. Prends les 100 francs, les gars. Après, il me dit, attends, on a une réunion tout à l'heure. La réunion, c'est qu'elle est en train de créer une association pour le truc de MMA. Je dirais que quand j'explique mon projet au gars, il me dit que non. On te donne la partie communication. C'est toi maintenant le second. Donc tu t'es déjà fait remarquer au sein du milieu. On crée la page Facebook, tu vois. Et avec le président de l'association Olomogui Bertrand, qui est maintenant le président de la fédération. Tu vois. On est maintenant, comment on barade. C'est il fait en sorte maintenant que moi, il ne m'entraîne plus beaucoup. Parce que je dois faire les photos, faire les vidéos. Et c'est comme ça qu'il apprend en fait le montage vidéo. D'accord. Parce que comme il fallait filmer les gars, je me disais toujours que non, il faut qu'on trouve un moyen de faire sans dépenser d'argent. Tu vois, je fais la vidéo, je regarde sur YouTube, que bon, c'est mon montage, non. Je pars sur Pirate Premiere Pro. Je mets Premiere Pro sur le téléphone. Et moi, et la chance, et l'un des trucs géniaux que j'ai fait, et là vraiment, je tire un coup de chapeau à la version de moi de 24 ans, 23 ans, c'est que il se disait toujours que, ok, quitte à apprendre un logiciel, apprendre le logiciel professionnel. Télécharge Premiere Pro et télécharge Photoshop. Je fais les montages de nos combats. Je pense que les vidéos sont toujours là sur YouTube. Kamel Fighter ou Fighter Kamel, tu vois. Je fais les vidéos, tu vois, et je postais. Et c'est ça en fait qui fait en sorte que le ministère nous remarque, les gens nous remarquent, on commence à monter, on monte. Avec tout ce qui s'engageait, les problèmes, les bagarres de machin, je vais être président, je vais pas être président, on monte, on devient une ligue sportive. D'accord. Ligue sportive, le ministère nous donne un voyage, les gars, eux, ils partent combattre en Afrique du Sud. Sauf que pendant que les gars combattaient, c'est moi qui faisais les photos, je faisais les visuels des combats, les trucs, hein. Je faisais le combat et tout, et puis je me battais. On a organisé un combat, je me suis battu, je trouvais des amis photographes pour essayer de me couvrir l'événement. Il y a un grand frère aussi maintenant qui repère le mouvement, il vient. Un blanc, c'est mon blanc là-bas, Jimmy Gonzague. Jimmy arrive, il me regarde. Il me dit, quand tu fais cette saison, est-ce qu'on te paye? Je dis, non, vraiment, on ne paye pas, je fais seulement ça pour aider la ligue et tout. Et puis, tu sais que c'est un métier. Pour moi, dans ma tête, c'est que faire les flyers, monter, c'est des trucs que les gars font au Kadat. C'est trop simple pour être un métier. Oui, c'est des trucs qu'on fait au Kadat, là, que programme de deuil, programme de machin, c'est des trucs que tu dois même 1000 fois. Moi, c'est ça dans ma tête. Que c'est pas un métier. Tu vois. Non, mon cher ami, ça c'est un métier. Il m'appelle chez lui, il m'explique.
Je ne suis rien avec lui, moi, avec être combattant. Il m'explique que non, les logos, les machins, je regarde les logos. Ça, comment quelqu'un peut avoir payé pour des choses comme ça? Tu vois, moi, je l'écoutais. Sauf qu'après, regarde, tu sais, quand tu es dans la famille, dans nos familles conventionnelles, c'est tu es combattant professionnel. Tu sens comment même à un moment quand tu arrives à la maison, ton plan de risque ça agit que je souffrais de rien, ça a diminué. On te donne plus les 100 francs qu'on te donnait, les 1000 francs qu'on te donnait. On te donne plus ça. On te voit maintenant mal aux réunions de famille, on te regarde mal. Ça commence, ça devient un peu chaud. Tu vois, ça devient vraiment un peu chaud. Et il commence à avoir beaucoup de problèmes dans la famille et tout. Il y a même dû quitter la maison et tout. Il faut maintenant payer un loyer, il faut, et c'est chaud. Entre-temps, tu as un enfant déjà, machin. C'est chaud. Je ne vais pas rentre voir dans Jimmy que tu me disais même que ton truc de designer là, c'est même quoi? Comment? Il rit. J'ai dit ok. Là, je suis en train de voyager. Quand je vais revenir, j'ai signé dans une boîte là. Je me fais signe. Et je harcèle. Il ne prend plus le téléphone. Et mon benguiste m'a abandonné. Je reste maintenant. Entre-temps, c'était chaud. Entre-temps, quand même, j'ai une amie qui était photographe aussi que j'ai rencontrée. Tu vois, dans cette histoire-là. Tout ça, il y a aussi les groupes WhatsApp où tu as rencontré tel dans un groupe WhatsApp. Vous êtes devenus des amis, vous avez bu la bière. Après, tu te rends compte, en fait, il est photographe, il est si. Comme ça qu'on commence à me tirer les couloirs. Oui, je suis dans ces couloirs-là. Elle me branche dans une petite boîte de sérigraphie où les gars faisaient imprimer les t-shirts. Le gars me teste sur 2-3 trucs que je fais. Le gars se rend compte que, oh, je pense qu'il s'est dit, mais vraiment, c'est vraiment mon ressenti. Il s'est dit que non, le gars, s'il est trop fort pour que je le paye. Il ne parle jamais de paye avec moi. D'accord. Donc Chaque en fois que gros, je ce que je comprends, c'est que de par tes expériences, tu as développé une compétence, presque talent, Net. sans savoir même qu'on pouvait payer involontairement quelque chose. même. Sans savoir qu'on pouvait payer quelque chose. D'accord. C'était pas involontairement. Moi, ça devait Pour servir d'autres dessins. pour un but précis, Net. mais qui n'était pas forcément le but de la destinée de ce talent-là. Net. D'accord. Et maintenant, le gars, il me voit travailler. Le gars dit, oh, on ne parle jamais de salaire. Chaque fois que je venais travailler, il me donnait 500. Parfois 300, parfois 400. Nécessaire pour prendre la moto. Je prenais le taxi, je revenais, je prenais le taxi. C'est là maintenant que mon ami Jimmy, mon grand frère Jimmy, m'appelle, me dit, ah, je suis là et tout, envoie ton CV. Envoie mon CV, pose mes pieds, j'arrive maintenant j'arrive dans la boîte où il travaillait. La boîte s'appelait e-Africa. Et quand j'arrive, je pose mon CV, on me prend. Assistant graphic designer. Ton premier emploi, Oui. si on a bien suivi jusqu'ici, c'est ton premier emploi. Premier vrai emploi. D'accord. C'est le petit job et tout. D'accord. J'arrive, la boîte est climatisée. On est au-dessus de Air France. On est à Bastos. Et je suis assis. Fin du mois, on donne 80 000. Seigneur. À la date précise. Oui. Les choses de MMA que bagarrer là, non. Je ne suis plus avec vous. Restez là-bas. Je ne suis plus avec vous. C'est comme ça qu'on va abandonner les gars de MMA. Oui. Ils ont continué ça, de l'autre côté. On est proche. Je suis proche du mouvement. Genre, je connais les coachs personnellement. Oui. Je connais les coachs, ce sont mes amis. Et c'est quelle fédération pour La fédération de MMA. Fédération de MMA du Cameroun. Du Cameroun. D'accord. Fédération camerounaise de MMA. Parce qu'en fait, à cette époque-là, au moment où je quitte, c'est encore Ligue nationale de MMA Cameroun. Et D'accord. après, ils sont montés en fédération l'année dernière. D'accord. Tu vois. L'année dernière, je connais personnellement le président parce que j'étais son Celcom. Oui. Je connais la plupart des coachs enseignants nationaux. Parce que même j'ai dormi chez Tu as eux. initié, tu fais partie des initiateurs du mouvement. J'ai dormi chez eux. D'accord. C'est comme ça qu'on a lancé le truc. Mais moi, je les laisse. Tu vois, je me concentre maintenant le design. Et mon niveau est vraiment bas. Tu vois. Et ça m'obsède. Tu vois. Ça m'obsède. Et ça, je pense que ça, c'est toujours à cause de la niaque de là que je me retrouve dans un environnement où je suis le challenger, tu vois, et je suis vraiment à zéro. Et je n'aime pas comment les autres gars me regardent, je n'aime pas comment les autres gars me parlent. Dans ma tête, c'est que je vais vous montrer. 2 mois après, on était plus au même niveau. Et c'est vrai que c'est aussi, j'ai quand même l'humilité là de me rapprocher des gens quand ils me dépassent. Parce que ça, c'est pour la petite histoire dans la boîte là, on veut me virer. on veut me virer parce que vraiment, c'était ce que je produisais, c'était pas ça. On veut me virer. Je sens que bon, la semaine, si c'est bon, on va me virer. Finalement, le jour où on doit me virer, Jimmy me dit, viens quand même. Je viens quand même. À 17h, le patron m'appelle dans son bureau. Je viens comme ça, quoi. Il me dit, descends, tu peux chercher. Il y a Tiga qui est en bas. Ça, c'est aussi un grand frère qui m'a beaucoup aidé. Tiga, je comprends qu'en fait, c'est le nouveau designer qu'on a pris pour me remplacer. J'espère qu'il descend. Quand on voit Tiga. Tu me connais? Non.
Le gars là-bas, les locks qui arrivent jusqu'à son dos comme ça, il comprend que oui, c'est même lui le designer, on va se faire chasser. Si c'est lui qu'on a pris, non. Moi, je ne peux même pas rester ici, on va se faire chasser. Comme ça que quand il arrive, on monte ensemble et tout. On ne me dit pas que pas. Ah, le lendemain, il vient quand même. Chic a fait les visuels. Il est trop fort. Il est trop fort. Trop fort. Et entre-temps, quand même, à la période là, j'étais quand même très pieux. Je pense quand même que je suis toujours, peut-être pas très pratiquant aujourd'hui, mais à cette période, j'ai quand même cet attachement-là, ce qui est dur, tu vois. Donc, quand j'arrivais au bureau, je faisais avoir ma petite prière quand j'arrivais devant la machine, que si on doit me chasser aujourd'hui, il n'y a pas de problème, Seigneur, mais permet quand même que je travaille bien. Quand la journée finissait, je faisais encore ma petite prière. Et Tiga remarque, un jour il m'appelle, il me dit, mais je vois souvent comment tu machin, c'est que le travail, c'est même pas mon travail. Tu vois un peu, moi je suis boxeur. Quand tu vois là, vraiment, je sais même pas, je lui explique, ça le touche. Je lui explique, ça le touche. Après, il me dit un jour que bon, ok. Après un jour, il dit, pardon, je vois un peu le travail, il faut que tu me montres. Même si on me chasse après, il faut que tu me montres quand même deux trucs. Il m'a montré deux choses. Comment vectoriser, ça c'est vraiment pour les designers. Comment vectoriser la différence entre le vecteur et le pixel. C'est la première chose qu'un graphic designer doit savoir. Moi, je travaillais déjà, je ne connaissais pas. Et comment faire les alignements. Donc, mon design a changé seulement en connaissant les deux trucs là. Deux petits détails, mon design a changé. Quand le boss est revenu revoir mes créas. Et à ce moment-là, maintenant, c'est le petit problème, je démissionne maintenant de cette boîte-là. Je vais maintenant dans un truc que je pensais, bon, ça c'était vraiment pour des raisons personnelles. Sur cette boîte-là, je vais maintenant dans un truc que je pensais être un cybercafé que je devais tenir. Mais après, je me rends compte que quand j'arrive là-bas, c'est un grand frère qui est de AGP, AG Partner, une agence de com ici à Douala. Il vient s'installer à Yaoundé. D'accord. Et il veut lancer sa propre agence de com. L'un de mes grands frères les plus chaotiques, où j'ai le plus souffert en travaillant avec lui. On pouvait me bagarrer tous les jours. Mais il m'a appris le métier de la com. J'ai me donné les rouages du métier de la com. Que non, tel poste c'est ça, tel machin c'est ça. Tu vois, quand moi jusqu'à la période où j'étais peut-être, même jusqu'à la période où j'étais chez Air Africa, je ne savais pas que quand tu vois une affiche, tu vois, une affiche par exemple en route, que c'est une agence de com qui fait ça. Moi, je pensais qu'il y a un service là à Brasserie, que quand on dit que fait pour la cassette, ils font vite, ils partent mettre. Non, c'est sur le métier de l'agence de com. Je ne connais pas le métier de la communication. D'accord. Lui, en fait, qui m'initie au métier de la Je communication. t'avoue que tu viens de m'apprendre quelque chose. Parce que moi-même, quand je vois les affiches de Top, Brasserie et Conso, je pense que c'est eux qui les collent. Donc, ils passent par les agences de com. En fait, c'est justement ça qui est aussi méconnu dans le métier. Les gens qui connaissent des métiers de la communication sont les gens du métier de la communication.